Moi, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui parce que je pense notamment aux licences et aux masters. J'étais à votre place il y a quelques années maintenant, je ne vais pas dire quelques dizaines d'années, mais c'est vrai que c'était toujours finalement une bouffée d'oxygène de sortir des cours magistraux et puis d'avoir les interventions comme ça d'entraîneurs et de témoignages divers et variés. Donc voilà, pour moi, un autre aspect important, c'est que souvent la recherche, on cherche, mais on n'a pas forcément derrière des retours. Et donc là, je peux saluer le travail de Marie. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a intéressé après les Jeux de Rio, c'est que souvent on a tendance à analyser les choses quand elles vont pas, et puis à moins se poser de questions quand elles vont bien. Donc c'était intéressant, puisque vous le savez, Jean-Charles Vadon a obtenu la médaille d'argent à Rio, d'essayer de revenir sur cet aspect qui est quand même fondamental, qui est le briefing et les briefings, et au-delà de ça, finalement, la communication entraîneur-athlète. Alors, l'idée de cette intervention, c'était de cibler peut-être sur un champ, parce que c'est très vaste, et c'était de cibler sur la communication entraîneur-athlète à l'échelle d'une carrière, puisque j'ai eu la chance d'entraîner pendant plusieurs années et d'avoir des tireurs que j'ai pu suivre, si je prends l'exemple de Bérengère Chu de 1999 à 2016, donc ça fait quand même 17 ans de collaboration, ce qui est assez important, et puis Jean-Charles Valadon, avec qui j'ai commencé à travailler en 2006 jusqu'en 2016. Donc là, ça me rappelle une petite anecdote. Il y a quelques années, enfin il y a longtemps maintenant, il y avait John Salmela, qui était un psychologue canadien, qui était venu et qui avait écrit un bouquin et qui disait, voilà, en sport de haut niveau, il y a une règle, c'est la règle des 10 ans. Et bien là, je peux vous l'illustrer, puisque c'est vrai que Bérengère Chu donc, a démarré en 99 et a fait une médaille aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, donc soit 9 ans après le début de notre collaboration. Et puis Jean-Charles, 2006 plus 2016, ça fait donc 10. Et donc c'est bien cette règle qu'on a retrouvée. Alors, mon intervention, je pense que c'est important pour moi, parce que moi je viens du terrain, c'était de clarifier un peu la terminologie et donc de définir un peu les termes de qu'est-ce que la communication et quels sont les différents types de relations qui peuvent exister. Et puis ensuite de partir de mon métier d'entraîneur, donc quelles sont mes fonctions en tant qu'entraîneur de l'équipe de France olympique, le rôle que je peux avoir au travers de ces différentes fonctions. Et puis bien sûr, à chaque fois je reviendrai sur cette nécessité de communiquer entre l'athlète et l'entraîneur, et puis aussi peut-être quelques comment dirais-je, quelques infos sur ma conception finalement de qu'est-ce que c'est qu'entraîner, les différentes techniques de relations que j'ai pu identifier au regard des deux exemples que j'ai évoqués et de ce que j'ai pu mettre en place au quotidien. Et puis quelques règles que j'essaye que j'ai et que j'essaye d'appliquer au quotidien dans mon travail. Alors en termes de définition, on trouve beaucoup de définitions de la communication. Donc moi j'ai trouvé celle-là, je la trouvais très complète. Et puis ce qui me paraissait intéressant là-dedans, c'était la notion d'interaction avec l'autre, puisque l'objectif vraiment de la communication, c'est d'interagir avec autrui, et puis surtout de transmettre une information. Et puis que bien évidemment, moi je vais plutôt m'axer sur la parole et la communication, mais que effectivement la communication c'est aussi d'autres moyens, d'autres techniques. Ça peut être un regard, ça peut être un geste, et des fois c'est bien plus parlant qu'une phrase ou des mots. Et bien sûr l'objectif de tout ça, c'est de faire passer un message. Alors qui dit communication dit relation, et là je me suis dit qu'est-ce que je pourrais trouver un peu comme type de relation, des définitions ou des modes opératoires qui existent, qui sont dans la littérature. Et finalement, j'ai trouvé que celle qui était plus parlante pour moi, c'est souvent assez simple. C'est le type de relation qu'on peut avoir. Alors, il y a peut-être qu'on a des enfants dans la salle, c'est des relations de parents à enfants. Et en fait, il y a tout à fait une chronologie qui existe dans les relations parents-enfants, et j'ai trouvé que c'était assez similaire à ce qu'on peut retrouver, en tout cas par rapport à mon parcours, qui a démarré d'abord avec des entraîneurs, avec des jeunes archers, et puis pour avoir évolué ensuite avec l'équipe de France et le plus haut niveau mondial avec des médaillés olympiques. Alors le premier type de relation, alors entraîneur, athlète, mais aussi parent-enfant, c'est tout simple, c'est l'enfant, il vient de naître, et puis il a son parcours, et donc il connaît pas grand-chose, donc ses parents voilà, le guident, l'accompagnent, fixent des règles, et c'est un petit peu comme ça quand j'ai débuté l'entraînement avec des jeunes, c'est qu'en gros on est un peu l'expert, et puis que l'athlète il arrive ici, et puis il a envie d'être champion olympique, mais c'est plus de l'ordre du rêve que réellement des moyens qu'il faut mettre pour y arriver.
Et donc du coup là c'est assez simple comme type de relation, puisque en gros on est l'expert et l'athlète applique les consignes et essaye de s'approprier les exigences du haut niveau. Ça c'est le premier niveau. Ensuite, on le retrouve aussi par enfant, là c'est l'adolescence typiquement, donc là on est dans la confrontation, c'est-à-dire que l'athlète commence à avoir un peu d'expérience, parfois des résultats, et du coup c'est une négociation permanente entre les objectifs et surtout les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver, et le niveau d'exigence. Ensuite, on évolue sur d'adulte à adulte, c'est-à-dire que là, il y a une notion de coopération. On est plus sur un mode où vraiment il y a de l'échange sur les objectifs, bien sûr, sur comment on va s'y prendre pour atteindre les objectifs, et puis surtout, qu'est-ce qu'on va faire au quotidien pour y arriver. Et puis, le dernier point, là, on est vraiment, c'est l'autonomie. Alors, on peut peut-être prendre l'exemple de Teddy Riner, là, qui vient encore de gagner un titre mondial, où il dit qu'il ne s'est jamais pris la tête finalement avec son entraîneur Franck Chambili, et que du coup voilà, on est dans ce type de relation autonome où en fait il y a une interconnaissance entre l'athlète et l'entraîneur très, très forte, qui fait qu'effectivement il n'y a pas besoin de se mettre en colère ou de dire les choses. On a un objectif commun, on sait comment chacun fonctionne, et finalement il y a une forme d'autonomie qui fait que chacun a sa place et sait quoi dire au bon moment. Et alors finalement, ça c'est chronologique, et puis je dirais c'est dans les livres, parce que finalement ça se passe jamais comme ça, et que finalement on se rend compte que même si je pense avoir réussi à être plutôt dans ce mode de relation sur la fin avec Bérengère et Jean-Charles, bien souvent on fait référence à tous ces modes de relation en permanence pour évoluer et faire en sorte que les athlètes atteignent la haute performance. Voilà, je voulais juste poser le cadre et les définitions. Je vais vous parler un peu de mes fonctions, parce que même si on a une vision assez claire de ce que c'est que l'entraîneur de haut niveau, en tout cas en tir à l'arc, ou en tout cas comme moi je l'ai exercé, j'ai relevé 3 types de fonctions, et c'était important pour moi de vous en faire part, parce que du coup ça a forcément des incidences sur la communication et les relations entre l'entraîneur et l'athlète. Alors bien sûr, entraîneur, c'est quoi ? C'est faire les bons choix au bon moment, mais pour moi, c'est pas que ça, c'est les faire surtout en tant que technicien d'une part. Alors technicien, c'est le premier niveau, c'est assez facile, c'est-à-dire qu'on maîtrise à peu près tous les paramètres de la performance, on sait ce qu'il faut faire pour évoluer techniquement, progresser physiquement et être plus fort mentalement. Et donc c'est toute cette partie technicien où effectivement là on essaye d'apprendre au tireur ou à l'athlète d'augmenter son niveau de performance, ses capacités de performance pour se réaliser en compétition. Moi j'avais un autre niveau de responsabilité, c'était sélectionneur. Ça n'existe pas forcément dans tous les sports, mais en tout cas moi j'avais la main là-dessus, c'est-à-dire que j'avais en charge de concevoir un mode de sélection par rapport aux échéances internationales, donc soit d'organiser des épreuves, soit de faire un comité de sélection avec à un moment dire voilà, pour constituer la meilleure équipe de France pour les Jeux Olympiques ou pour le Championnat du Monde, je pense que la meilleure solution c'est de fonctionner comme ça. Et donc on voit déjà que ce soit évidemment à ce niveau-là ou au niveau du sélectionneur, forcément il y a des échanges. Alors ça peut être entraîneur-athlète, mais ça peut être bien sûr aussi et souvent avec la direction technique, voilà, pour se mettre d'accord sur les différentes stratégies. Et puis le dernier niveau, c'est le niveau que j'appelle coach. Alors je n'ai pas trouvé de définition en français vraiment du mot, donc c'est le guide, c'est l'accompagnateur, mais pour moi c'est bien sûr au quotidien, mais c'est surtout en compétition. C'est vraiment, on peut avoir je pense des entraîneurs très bons techniciens. Alors sélectionneur, ça ne concerne pas tout le monde, mais la valence coach, elle est un peu différente. C'est vraiment pour moi avoir les mots justes au bon moment le jour J. Alors des fois, c'est pas forcément parler, mais en tout cas, c'est vraiment avoir cette capacité dans l'action à être le plus pertinent possible pour que l'athlète donne le meilleur de lui-même. Alors mon rôle en tant qu'entraîneur, vous le connaissez, il y a une partie, je dirais,
qui se fait en début de saison et qui est plutôt théorique entre guillemets, c'est d'abord définir un objectif sportif et les moyens nécessaires pour l'atteindre. Et donc dans le premier niveau, c'est assez simple, vous avez des archers qui arrivent, qui n'ont pas forcément la notion parce qu'ils ne savent pas comment ils vont progresser dans la saison, donc vous essayez avec votre connaissance de les aiguiller sur un objectif sportif et puis ensuite de décliner les moyens pour l'atteindre. Et puis quand on arrive avec des athlètes olympiques, et forcément là on cherche la médaille et cet objectif une fois défini, on arrive à trouver des stratégies ensemble pour que l'athlète progresse et atteigne ses objectifs. Et puis du coup derrière forcément c'est concevoir et mettre en œuvre des contenus d'entraînement individuel, même si le tir à l'arc est un sport individuel, il y a aussi une dynamique collective et c'est un élément à prendre en compte, à la fois dans la communication puisqu'il faut gérer plusieurs archers. Et puis après, il y a l'aspect plutôt pratique, c'est-à-dire au quotidien, réguler, redéfinir, reformuler les consignes pour qu'il y ait une meilleure compréhension et surtout une meilleure progression du tireur. Et ça, c'est une partie très importante pour moi du job de l'entraîneur. C'est pas une fois qu'on a défini les choses, c'est plutôt de faire en sorte qu'au quotidien, il donne le meilleur de lui-même. Moi, je dis souvent aux archers que l'objectif, c'est pas de tirer un maximum de flèches, c'est de tirer toutes les flèches comme si c'était la dernière aux Jeux Olympiques. Et je crois que ça, c'est vraiment important parce qu'on peut le décliner à tous les sports, c'est faire chaque kumikata comme si c'était le dernier. Je vois Lucie, donc je parle à elle, de me dire voilà, comme si c'était le dernier aux Jeux Olympiques, c'est chaque coup de pagaie comme si c'était le dernier ou le premier. Mais en tout cas, voilà, on peut toujours s'entraîner plus, mais ce qui est important, c'est de le faire avec l'intentionnalité la plus forte et celle qui va se rapprocher de ce qu'on aura besoin aux Jeux Olympiques parce que sinon, c'est de l'entraînement qui sert à rien. Alors bien sûr, après, je ne vais pas faire un débat quantité-qualité, parce que pour moi ça n'existe pas. J'ai travaillé avec un Coréen, quand j'essayais de lui dire en France on parle de qualité, de quantité, il ne comprenait pas, parce qu'en fait l'objectif bien sûr c'est d'en faire le plus possible, mais avec 100% de qualité à chaque fois. Et dans ma discipline en tir à l'arc, autant dans certains sports, j'imagine que voilà, quand on est dans une salle de muscu, quand on peut plus pousser, on peut plus pousser. Et le corps dit non et c'est plus possible. En tir à l'arc, on arrive toujours à tirer une flèche, même si on est fatigué, etc. C'est toujours possible de tirer une flèche. Le problème, c'est est-ce qu'on va la tirer avec le niveau de concentration nécessaire et surtout celui qu'on mettra en place aux Jeux Olympiques. Et c'est ça la difficulté. Autant dans certains sports on peut évaluer la charge, mais la charge physique, autant en tir à l'arc il va y avoir cette notion de charge perçue, et ça dépend beaucoup de l'athlète et ça nécessite forcément de la communication et une bonne connaissance de l'athlète et de l'entraîneur. Et puis ensuite, bien sûr, un des rôles que j'ai, c'est de manager et gérer plusieurs sportifs avec tout ce que ça peut comporter. Vous le savez ici, avec des individus très forts. Il y avait un ancien directeur de la préparation olympique qui est décédé, qui s'appelait Alain Mouchel, et qui disait que les Jeux Olympiques, finalement, c'est le concours général des égaux. Et je crois que c'est assez vrai. C'est-à-dire que voilà, c'est des fortes personnalités et que effectivement, ça nécessite d'être managé et d'être géré. Et c'est pas toujours facile. Alors pour moi, et ça c'est important parce que on va revenir sur la notion de communication et d'échange. Qu'est-ce que c'est qu'entraîner ? Pour moi, entraîner, c'est apprendre au tireur d'une part à se connaître et s'accepter. Je pense que le mythe du champion qui est invincible, imbattable, qui a aucune faille, ça n'existe pas. Par contre, c'est celui qui se connaît le mieux, qui connaît ses faiblesses, qui connaît ses forces, qui s'accepte comme il est. Donc ça demande un travail d'échange, de communication avec l'entraîneur et parfois, on en parlera après avec sans doute Élise sur une préparation mentale ou avec un psychologue, d'apprendre à bien se connaître et s'accepter. Pourquoi ? Simplement pour trouver les clés, pour trouver les stratégies. Vous savez, en sport de haut niveau, nous on avait travaillé pour 2011 et 2012, j'avais travaillé avec le GIGN parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes entre leur métier et le haut niveau. Et en fait, on s'est rendu compte que les niveaux de stress étaient... alors je peux pas dire similaire parce que quand vous jouez votre vie c'est quand même complètement différent, mais en tout cas on arrivait de parler d'égal à égal. Et il disait, vous savez, nous au GIGN on a peur, on est comme vous sur le pas de tir, c'est exactement la même chose. C'est d'ailleurs ce qui nous distingue des fous, puisque les fous n'ont pas peur, c'est pour ça qu'ils sont dangereux.
Et du coup, on avait beaucoup parlé de procédure et finalement on se rend compte que dans beaucoup de métiers comme ça où il y a une décharge de stress importante, je pense donc aux forces de l'ordre, mais également à un urgentiste qui arrive, vous avez quelqu'un qui a pris une voiture et qui arrive aux urgences et vous devez faire des choix et il y a une charge émotionnelle parce que la personne joue sa vie, ou un pompier, ou tous ces métiers-là, qu'est-ce qui se passe? Ils appliquent une procédure. Et finalement, nous en sport de haut niveau, c'est pareil, parce que quand on arrive en finale olympique ou sur un match au championnat du monde, voilà, on a le stress qui monte, puis des fois on perd un peu ses moyens, et du coup la seule solution pour s'en sortir, c'est d'appliquer une stratégie, une procédure. Mais du coup, ça nécessite vraiment de bien se connaître et s'accepter, de dire voilà, moi, les premiers tours, vous savez, il y a des sportifs qui ont du mal avec le premier tour. Une fois qu'ils passent le premier tour, après, ils vont jusqu'au bout. À l'inverse, il y en a, ils butent toujours en finale, ou ils butent en quart de finale. Parce qu'en quart de finale, après, vous accédez au dernier carré, et puis ça veut dire que vous avez 3 chances sur 4, ou dans certains sports, vous êtes sur la boîte. Et effectivement, voilà, tout ça, ça demande de l'échange, de la communication pour bien identifier, et surtout, pas pour relever les problèmes, mais simplement pour trouver les solutions. Parce que je crois que le plus important là-dedans, c'est pas de relever les problèmes, ça c'est assez facile à faire, mais c'est surtout derrière de trouver les solutions pour que l'athlète arrive à passer un certain nombre de caps et se hisser sur la plus haute marche du podium. Et puis le deuxième volet, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule dans les relations, c'est bien connaître l'activité. Alors quand vous avez des jeunes, souvent voilà, ils connaissent l'activité parce que ils ont démarré, c'était un loisir, et puis ils étaient bons, ils ont fait de la compète, puis ils sont montés, ils sont allés en pôle espoir ou en pôle France jeune, et puis derrière ils arrivent à l'INSEP. Et du coup, voilà, bien connaître l'activité pour simplement s'approprier les exigences du haut niveau, et puis effectivement atteindre le plus haut sommet sportif. Mais tout ça, c'est valable bien sûr à l'entraînement, mais surtout pour moi en compétition. Parce que apprendre à se connaître, c'est bien à l'entraînement. Alors pour certains, je vais prendre les deux cas, puisqu'il y avait Jean-Charles Valadon, on a beaucoup travaillé plus à l'entraînement qu'en compétition. Parce que c'est quelqu'un qui est plutôt joueur, qui aime bien la compétition, qui aime bien l'enjeu, et qui n'a pas trop de difficultés à gérer son stress dans cette situation-là. Par contre, faire en sorte qu'il soit exigeant à 100% à l'entraînement 6 mois avant ou 1 an avant une échéance, ça c'était compliqué. Je la dis souvent parce que c'est le directeur Gagny Alouz qui disait ça, que les Jeux Olympiques c'est pas tous les 4 ans, c'est tous les jours à l'entraînement. Mais je crois que c'est vrai, et en tout cas pour Jean-Charles c'était important. C'est pas une semaine avant les Jeux d'être motivé, d'être exigeant à l'entraînement, c'est assez facile. Par contre, quand on est à 1200 jours des Jeux, ça c'est beaucoup plus dur. Et c'est ce qui fait pour moi la différence entre un sportif de très haut niveau et l'autre. Donc vraiment la référence c'est la compétition. Et puis Bérangère qui elle avait pas trop de problèmes pour être exigeante à l'entraînement, c'était plutôt assez facile dans ces périodes de travail, mais qui par contre avait beaucoup d'anxiété à l'approche des compétitions. Je parle sous le couvert d'Élise puisqu'elles ont travaillé ensemble, mais c'est vrai qu'on a fait un gros travail là-dessus pour voilà, qu'elle apprenne à se connaître, à s'accepter, qu'effectivement elle pouvait avoir des réactions physiologiques importantes, des tremblements, des pensées négatives, etc. Mais derrière, on arrivait à mettre en place une routine, des stratégies de dialogue interne qui faisaient qu'effectivement on arrivait à passer au-dessus de ces difficultés en compétition. Alors si je pouvais donner 2-3 mots sur entraîner, ça vient pas de moi, mais je pense que c'est important parce que ça illustre bien ma vision de la communication et de l'échange avec l'athlète. C'est-à-dire qu'entraîner, c'est faire preuve d'un îlot d'autorité dans un océan de réassurance. Et donc vous voyez qu'effectivement, autorité, oui, parce que des fois, il y a une relation qui fait qu'on est obligé d'aller sur ce registre-là, mais je n'y crois pas trop au long terme. La carotte et le bâton, ça n'a pas trop été mon cheval de bataille. Je pense que ce qui est important vraiment, c'est que voilà, l'athlète ait l'ambition de devenir champion. Moi, je me rappelle, Lucie, je pense qu'elle ne se rappellera pas, mais on avait fait une initiation tir à l'arc juste avant les Jeux Olympiques, où tu as gagné, et j'avais échangé un moment avec toi où est-ce que tu en étais dans ta préparation. Elle me disait, mais tu sais, moi j'ai de la bouteille maintenant,
je sais exactement ce dont j'ai besoin et je vais le faire, quoi. Et puis je pense que c'était peut-être 6 semaines avant les Jeux, tu t'en rappelles peut-être même pas de cette discussion qu'on avait eue, et puis tu gagnes. Et donc je m'étais dit, ouais, ça renforce vraiment cette idée que c'est d'abord le projet du sportif. Il y avait eu un autre séminaire ici où encore une fois c'était Émilie Andéol qui témoignait et qui disait que voilà, tout avait changé le jour où elle avait vraiment décidé de devenir champion et de tout mettre en œuvre pour y arriver. Et bien souvent, l'entraîneur, il se substitue à cette décision parce qu'il a envie que ses athlètes réussissent, mais c'est avant tout à l'athlète de prendre cette décision, d'avoir envie de réussir et de tout mettre pour y arriver. Alors le pendant de ça, souvent, et c'est là où je rebondis peut-être un peu avec Élise, c'est que derrière, si on met tout pour y arriver et qu'on n'y arrive pas, il y a une déception énorme. Et puis une dévalorisation, c'est-à-dire on se dit je suis nul, je suis pas fait pour ça. Et c'est là où l'entraîneur, le staff a un rôle d'accompagnement, parce que pour moi, c'est obligatoire d'aller dans ce niveau d'engagement-là. Et la règle du jeu, c'est d'accepter que si ça marche pas, forcément il y aura une grosse déception, il y aura peut-être une phase de dépression. Et si je prends l'exemple de Jean-Charles, on avait beaucoup travaillé là-dessus, puisque lui, il se protégeait un peu avec ça, en donnant pas le maximum à l'entraînement, en se disant voilà, non mais je ferai l'effort au bon moment. Et puis à un moment, on a eu une discussion en disant voilà, si tu continues comme ça, tu vas dans le mur, parce que tu vas te battre contre des gens qui tous les jours se regardent dans le miroir en disant je veux être champion olympique, mais je veux pas, je voudrais. Et donc à un moment, approprie-toi ça, et puis effectivement, si ça marche pas, on aura tout le loisir de discuter, de revenir sur les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Mais en tout cas, on peut pas aller aux Jeux Olympiques comme ça parce que c'est voué à l'échec. Donc c'est vraiment un engagement total de la part de l'athlète, et effectivement, voilà, si ça marche pas, il y a une période qui est inévitable de deuil, peut-être de déprime un peu, parce que voilà, on a mis 100% de ce qu'on avait, mais pas la dernière semaine, mais bien souvent plusieurs années avant. Et puis là, une autre phrase qui me tient à cœur aussi, parce que c'est vrai que c'est la manière dont j'ai essayé de fonctionner. Alors peut-être que c'est aussi une protection, c'est-à-dire que j'ai essayé de jamais trop rentrer dans l'affectif, même si c'est inévitable. Vous vous doutez bien que quand vous travaillez comme avec Bérangère pendant 17 ans avec quelqu'un 2 fois par jour, et que vous partez 120 jours par an avec la personne en stage, et que vous l'avez de ses 15 ans à ses 32 ans, il y a forcément des relations affectives qui se créent, ou comme avec Jean-Charles au bout de 10 ans. Par contre, je pense que ce qui est vraiment essentiel, c'est de rester autant que possible centré sur des objectifs de perf. Voilà, parce que bien souvent on perd ça, et à l'arrivée on n'y arrive pas, quoi. Ok, on a peut-être des bonnes relations avec les athlètes, parce que effectivement y a cette relation quand on les a eus très jeunes, et puis un peu plus vieux, très proches, etc. Mais parfois, quand c'est trop proche, on n'arrive plus à dire les choses. Et si on n'arrive plus à dire les choses, et là on rebondit sur la communication, c'est plus productif, et on n'arrive plus à créer de la performance. Et puis là, c'était peut-être une petite anecdote aussi de séminaire qu'on avait eu. Il y avait, dans le mot entraîner, en fait, moi j'avais relevé, il y a des entraîneurs qui avaient relevé 2 choses. Le premier, c'était Maurice Ouvion qui disait, voilà, moi dans le mot entraîner, je vois qu'il y a des perchistes, donc c'était de l'entrain. Moi je suis là, et mon objectif en tant qu'entraîneur, c'est toujours de susciter cet entrain au quotidien pour que l'athlète donne le meilleur de lui-même. Et puis il y avait, je me rappelle aussi une intervention de Claude Onesta qui disait oui, mais entraîner, il y a aussi traîner, et que des fois l'entraîneur est devant, et il faut qu'il soit capable de tirer ses athlètes pour les emmener le plus loin possible. Alors les techniques, j'ai essayé au travers de mon expérience de dire voilà, qu'est-ce que je fais comme technique de relation, de communication. Donc vous voyez, c'est essentiellement des verbes d'action, donc je ne vais pas tous les énumérer, vous les connaissez. Et je vais peut-être juste m'attarder sur quelques-uns. Mais peut-être que le meilleur moyen d'avoir, c'est de vous passer une petite vidéo pour illustrer ça. Ouais. Ah oui, en plus le son est très important dans cette vidéo. Alors peut-être que vous la connaissez, je vais demander à ceux qui la connaissent forcément comme on aura un petit temps d'échange après, de ne rien dire.
Bon, on peut rallumer, hein. Donc je sais pas s'il y a des personnes qui veulent réagir. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette vidéo là, assez courte, comme ressenti? Allez-y, hein, c'est... Beaucoup d'informations. Pardon? Beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations, ouais. Et Brouiller puis... les sens. Pardon? Brouiller les sens. Ouais, brouiller les sens. Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est pour vous plutôt stressant, plutôt cool, plutôt stressant? Voilà, il y a beaucoup de monde sur l'image. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, bon, là, je vais vous remontrer la même vidéo. Thomas, c'est bon? Bon, voilà, c'était pour illustrer en fait que, voilà, en fonction de comment on perçoit les choses, c'est la même situation, c'est la même vidéo. Alors on pourrait mettre des images des Jeux Olympiques, des images du Championnat du Monde, et finalement, entre quelqu'un qui va le percevoir comme la première partie ou comme la deuxième partie, on va pas avoir vécu la même chose, on va pas avoir ressenti la même chose. Et c'était juste pour illustrer que effectivement, voilà, ce qui est important, c'est d'échanger, de communiquer, parce que finalement, une même situation qui est exactement la même, bon là, c'est lié à la musique, mais ça peut être lié à beaucoup d'autres ressentiments. Et ben, finalement, on passe à côté parce que on a l'impression d'avoir vécu la même chose, mais pas du tout. Donc c'est très très important pour moi de revenir là-dessus et de clarifier les choses pour que voilà, de manière constructive, on arrive à rebondir derrière et mettre les choses en place pour que une même situation qui a été peut-être anxiogène ou bien vécue, que ce soit de la part de l'athlète ou de l'entraîneur, on puisse mettre des mots dessus et faire en sorte de continuer à avancer. Donc en fait, les différentes techniques, voilà, et c'est peut-être là-dessus où je voulais aller, c'est l'interprétation. Hein, c'était l'illustration un peu avec cette vidéo. Et voilà, je pense que c'est loin d'être exhaustif, hein, il y a plein de choses, mais en tout cas, moi, ce sont les mots vraiment qui me sont, que j'ai réussi à mettre sur la manière dont j'ai fonctionné avec bien sûr l'ensemble des athlètes avec qui j'ai travaillé, et particulièrement Jean-Charles et Bérangère, et puis qu'effectivement cette partie de reformulation, de clarification, d'encouragement, voilà, c'est des thèmes qui m'ont parlé et que j'ai vraiment essayé de mettre en place sur ces nombreuses années d'entraînement. Et puis quelques règles que j'essaye de m'imposer. La première, c'est assez facile, hein, c'est le serment d'Hippocrate. C'est que voilà, moi je fais partie de ces entraîneurs qui pensent que bien sûr une relation entraîneur-entraîné c'est important, mais que c'est avant tout l'athlète qui fait la perf et que l'entraîneur d'abord il doit s'appliquer ça, c'est-à-dire surtout ne pas nuire. Et des fois, des fois ça passe plutôt par un silence que par le fait de vouloir occuper l'espace et de se rassurer à dire des choses. Parce que c'est un peu comme cette histoire où les enfants crient au loup tous les jours, et puis le jour où le loup est là, on n'y croit plus, puisqu'on a tellement l'habitude de dire les choses que ça percute plus. Et je crois que voilà, surtout quand on est jeune entraîneur, on essaye de tout contrôler, donc on fait des beaux discours, mais que finalement les athlètes sont pas forcément réceptifs à ce qu'on va dire. J'ai une autre anecdote là-dessus, c'était quand l'équipe de France de hand a gagné son premier titre olympique en 2008. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a Claude Onesta, quelques temps avant la fin du match, qui demande un temps mort. Et puis donc le temps mort se passe, etc. Puis les Français sont champions olympiques. Et puis après à l'interview, il y a un journaliste qui va voir Nicolas Karabatic et il dit « Mais vous avez eu un temps mort là juste avant la fin du match, qu'est-ce qu'il vous a dit ?» Et Karabatic regarde le journaliste et il dit « J'en sais rien ». Donc voilà, pour vous dire qu'effectivement, peut-être que lui, en tant qu'entraîneur, avait fait le choix à ce moment-là parce qu'il y avait des choses à dire, et peut-être que les choses ont été appliquées ou entendues, mais que des fois, voilà, on a l'impression que ça percute et finalement, on parle dans le vide, donc des fois, il vaut peut-être mieux parfois se taire que d'occuper l'espace.
Et puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans la communication, encore une fois, je reviens à mon petit schéma de technicien, sélectionneur, coach. Moi, j'ai constaté qu'effectivement, la phase vraiment critique, c'était surtout la phase terminale de préparation qui nécessite beaucoup d'échanges, puisque là, c'est souvent un jeu de l'athlète est prêt, s'il a fait le boulot, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas en compétition. Après, on est sur un autre registre et que souvent, c'est une question de confiance et d'ambition, c'est-à-dire d'afficher vraiment le fait de vouloir être champion plutôt que de se cacher en disant je vais donner le meilleur de moi-même et puis on verra bien, comme ça au moins si je ne fais pas de médaille je ne serai pas déçu, ce qui est complètement faux, puisque un athlète de très haut niveau, lorsqu'il part sur un championnat et qu'il ne fait pas de médaille, même s'il ne l'a pas affiché, derrière s'il ne la fait pas, si c'est un athlète de très haut niveau, il sera forcément déçu. Donc plutôt que de se cacher derrière ça en essayant de créer la bonne surprise en disant voilà j'ai réussi, je pense qu'il vaut mieux afficher ses ambitions et puis derrière décliner ce que ça veut dire. Et puis bien sûr, ça c'est des règles de base, mais voilà ce que je vous dis là, c'est beaucoup de contingences, beaucoup de singularités, et qu'effectivement, même s'il y a peut-être des grandes lignes qu'on peut retrouver en termes de communication, d'échange, de briefing, de débriefing, et c'est ça qui fait l'attrait de ce métier, c'est qu'effectivement, voilà, c'est à chaque fois singulier et c'est un nouveau départ et tout est possible. Donc je crois qu'il faut toujours avoir ça en tête, parce que c'est vrai qu'avec un peu d'expérience, on a parfois beaucoup de certitudes, et puis finalement, une fois qu'on a ces certitudes-là, elles sont des fois bousculées, puis on se rend compte que voilà, tout est singulier et tout est à réinventer en permanence. Ben voilà, je crois que j'ai terminé. Merci Marc. Donc on a un peu de temps pour des questions, si vous le souhaitez. Moi j'en ai une. Il fonctionne le micro ici ou pas? Vous m'entendez? Ouais. Donc au début de ton exposé, tu as abordé les trois de tes fonctions. Donc technicien, sélectionneur, coach. Et puis après, vers la fin, tu as exposé des mots-clés relatifs à la communication, aux techniques de communication. Et je voulais savoir justement quel verbe se rapporte plus à la fonction de technicien, sélectionneur, coach, et lesquels peut-être étaient les plus délicats à gérer, entre guillemets. Ce qui est assez facile à gérer, c'est notamment côté technicien, c'est que voilà, quand on a une certaine expertise, un certain vécu dans l'entraînement, c'est qu'on sait très bien identifier pour un athlète les points qu'il a améliorés pour progresser. Ça, puis c'est le cœur de métier, je dirais. Donc c'est assez facile d'identifier ça. Et puis ensuite, ce qui est plus difficile, c'est de faire en sorte que l'athlète l'approprie. Parce que je pense par exemple à un changement technique. Vous voyez très bien qu'à un moment, avec la technique qu'a le tireur, il va être limité dans sa capacité de performer. Et pourtant, c'est grâce à cette technique qu'il a réussi jusque-là. Donc là, il y a un dilemme, c'est soit on se dit que c'est possible d'y arriver, je ne sais pas, par exemple, de passer 6 mètres à la perche en sautant comme ça, soit on se dit là, il y a vraiment quelque chose à modifier. Et du coup, ça, c'est assez facile à percevoir quand on est entraîneur, parce qu'on a modélisé la performance et on se dit, voilà, pour réussir, pour sauter plus de 6 mètres, il faut plutôt faire comme ça, surtout par rapport à un débutant. Mais après, la difficulté, c'est que l'athlète se l'approprie, parce que finalement, un changement technique, ça bouleverse tout son schéma. Et s'il n'est pas prêt à le faire, c'est même pas la peine d'essayer, parce que c'est voué à l'échec. Donc là, déjà, on est dans l'échange, dans la communication, dans le fait de faire en sorte que l'athlète s'approprie ce changement technique. Après, ça, on y arrive avec l'expérience, et puis après, c'est simplement coopératif, c'est-à-dire qu'on propose à l'athlète, et puis s'il dit banco, on y va et on met les choses en œuvre. Mais il faut absolument qu'il y ait cette acceptation. Au niveau du coaching, c'est plus délicat, parce que là, on est sur des registres, on sort du domaine purement technique pour moi, et du coup, on est sur des relations interpersonnelles, sur de la confiance, la concentration, de la motivation, et tout ça, il y a une histoire de chaque athlète qu'il faut connaître, et qui fait que c'est beaucoup plus complexe et ça demande du temps. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, voilà, je pense que le volet technicien, au début, on s'attache beaucoup à ça, et la formation d'entraîneur, elle est beaucoup centrée au-dessus de ça, parce que c'est le cœur de métier, mais ensuite, il y a tout ce volet-là, je dirais, des relations humaines et de coaching qui peut-être fait la différence. Une autre question ? Oui.
Oui, Cédric Cavestani, donc tennis de table. J'ai vu que tu avais entraîné les filles et les garçons. Est-ce que les différents protocoles que tu as mis en place chez les uns comme chez les autres ont considérablement évolué ou c'est la même matrice ? C'est difficile comme question ça d'y répondre parce que je pense que si tu veux il y a des garçons qui fonctionnent comme des filles et des filles qui fonctionnent comme des garçons, donc déjà peut-être pas parler en termes de sexe mais en termes de fonctionnement d'individus. Ça c'est peut-être la première chose. Après je pense que voilà, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément de grosses différences. On entend souvent dire oui les filles il faut être plus à l'écoute etc, mais en fait finalement les garçons c'est pareil. Je pense que la performance de haut niveau et l'exigence qui va derrière fait que on est dans un tel registre émotionnel que ça nécessite forcément beaucoup d'échanges et beaucoup de communication, et que moi j'ai pas trop envie de faire une distinction de sexe mais plutôt de profil de personnalité, avec des gens qui ont peu confiance en eux mais qui ont un gros potentiel et pour qui le sport de haut niveau est un moyen de s'exprimer et justement de vaincre un peu cette timidité. Et puis à l'inverse, des gens qui ont des égos très importants et qui finalement en termes de fonctionnement vont avoir du mal à accepter la critique, et on va peut-être plus les provoquer que à l'inverse ceux dont je parlais précédemment et qu'on va plutôt essayer de rassurer. Mais voilà, alors après globalement peut-être que les filles sont plutôt dans un registre que dans l'autre, mais j'ai pas eu ce sentiment-là. Et après, la matrice, comme tu dis, c'est la perf. Donc la perf, ça, il n'y a pas photo. C'est le même menu pour tout le monde, bien sûr. Après, ce qui fait la touche du chef, c'est comment tu l'adaptes et comment surtout tu fais passer le message au quotidien. Parce que pour moi, la grosse difficulté, c'est ça. C'est pas de gérer la préparation terminale au jeu, ça franchement, quand il n'y a pas de blessure, alors bien sûr il y a des tensions, etc., mais c'est tout ce qu'il y a avant, quoi. C'est quand on sort des jeux à Rio et qu'on se dit les prochains c'est dans 1200 jours, est-ce que demain je vais avoir la niaque pour faire ma séance d'entraînement comme je dois la faire si je veux réussir au jeu dans 4 ans. Oui. Thierry Christel, athlète. Moi aussi, je voudrais vous féliciter par rapport à votre exposé. C'est relativement parlant pour moi. Je voudrais revenir en fait sur les phases à la fois de père et à la fois d'entraîneur. Ce parallèle me parle aussi. Mais je voudrais avoir votre sentiment sur... c'est un constat, ces phases. C'est une évolution souhaitée. Et quelle réflexion vous auriez par rapport à ça, dans la formation notamment d'entraîneurs experts, si on devait s'attacher à former nos entraîneurs? En fait, j'ai essayé de mettre des mots sur ce que j'ai vécu, et puis après, je me suis dit qu'est-ce qui parle le plus. Donc j'ai regardé tout ce qui existait en type de relation, et puis finalement, je me dis mais c'est vraiment moi ce que j'ai, en tout cas, par rapport à mon expérience, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Peut-être parce que j'ai démarré avec des jeunes. Et non pas tout de suite avec le gratin, mais en tout cas j'ai ressenti tout de suite, ça m'a parlé tout de suite, c'est ça qu'il faut que je mette aujourd'hui en valeur, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. Alors je ne sais pas si c'est un schéma à reproduire, en tout cas je pense que c'est intéressant, en tout cas pour moi ça a été intéressant de travailler d'abord avec des jeunes, parce que justement sur tous ces aspects techniques, purement techniques, mécaniques finalement, voilà, où on applique le procédé et à l'arrivée avec un peu de philosophie, un peu de psychologie, on arrive à faire progresser les jeunes. Et puis après, il y a l'entraînement de très haut niveau, où là, on vise des médailles aux Championnats du monde et des médailles aux Jeux Olympiques, et où là, forcément, on arrive sur un grain où on sort de ce cadre technico-technique, en fait, et puis on arrive sur un mode relationnel, voilà, comme on disait, coopératif et j'ai envie de dire autonome, parce que c'est vraiment la sensation que j'ai eue avec certains sportifs. Voilà, donc par rapport à la formation, moi, si j'avais une préconisation à faire, je pense que c'est important de démarrer d'abord avec des jeunes, et puis effectivement parce que ça permet de... Finalement la vie est bien faite, quoi. On a d'abord des parents, puis après on devient adolescent, puis on devient adulte, et puis et donc pourquoi pas suivre ce cheminement qui est finalement le plus simple, quoi, dans l'entraînement. Oui, Stéphane Carestan, unité d'accompagnement de la performance. Tu as parlé tout à l'heure de modélisation et la place que tu accordes à la singularité par rapport à la performance ou à la modélisation.
Alors moi, quand j'ai démarré, je me suis fait un modèle de performance, comme vous, sans doute beaucoup l'ont fait ici, là, beaucoup d'entre nous. Et puis après, on se rend compte que sur le terrain, voilà, c'est important parce que ça permet de poser les bases et de poser les choses de qu'est-ce que c'est que la performance pour moi en tant qu'entraîneur. Et puis après, forcément, on se rend compte que sur le terrain, on a des athlètes d'exception et que c'est eux aussi qui vous amènent à bousculer un peu vos schémas en disant voilà, moi je pensais que c'était pas possible de réussir comme ça, et puis finalement, on m'a montré le contraire, et du coup, ça bouleverse un peu le cadre. Donc je pense que c'est important et c'est nécessaire parce que notamment quand on démarre l'entraînement, d'avoir un cadre et une vision assez précise de comment on veut faire pour y arriver. Mais il faut surtout pas aujourd'hui, on n'a pas, pour moi, en France, en tout cas dans ma discipline, on n'a pas de modèle structurel. C'est-à-dire que c'est vraiment conjoncturel et on a quelques exceptions qu'il faut savoir bien gérer et amener au plus haut niveau. Mais on n'est pas, comme je me rappelle ici avoir fait une intervention sur le modèle coréen. Voilà, je pense qu'on est très très loin de tout ça et on ne peut pas se permettre de passer à côté d'un talent. Il y a Jean-Claude Vollmer qui disait, moi j'avais bien aimé son intervention là-dessus, c'est qu'il disait pour moi il y a la règle des 3 T en sport de haut niveau. Le premier c'est le talent, mais tous ceux qui sont ici ils en ont, sinon ils ne seraient pas là. Et puis que les 2 autres T c'est le travail et le temps. C'est-à-dire que la seule différence c'est le travail dans la durée. Et quand je dis travail, c'est pas se farcir la quantité d'entraînement, mais encore une fois c'est faire l'entraînement avec l'exigence qu'il faut et l'exigence qu'on devra avoir aux Jeux Olympiques pour aller au bout, pour tenter d'aller au bout. Merci beaucoup. Merci.